Bonjour Clément, vous allez bien? Bonjour, merci. Je vous laisse. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Alors, parler de la ville, parler de la technologie, parler du temps, parler du 21e siècle, finalement, on doit se poser quelques questions. En tant que praticien, en tant qu'enseignant, en tant que penseur sur les problématiques de la ville, je considère qu'il est peut-être nécessaire, tout simplement, dans un premier temps, dans ce monde de l'urgence, où tout va très très vite, où toute la technologie nous embrasse, nous oblige à penser que c'est une religion parfaite, où tout doit aller très 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 vite, il s'agit de ralentir. Il s'agit de traiter à équivalence le passé, le présent, le futur. Et finalement, il y a un paradoxe assez intéressant à débattre dans la question de la ville d'aujourd'hui, mais aussi celle qui est en train de se travailler, celle qui doit être repensée. C'est de savoir donner, grâce à la technologie, du temps aux élus, aux architectes, aux urbanistes, pour comprendre les données entrantes. Et cette technologie, finalement, elle doit nous aider à nous forcer à ralentir, à penser la ville, à penser PEN-SER, mais aussi PAN-SER. Et on se dit que finalement, il est nécessaire de se donner cette capacité, cette richesse, cette possibilité à ralentir et à penser ce temps qui est fructueux et qui réfléchit la technologie. On doit ainsi se dire que l'urbaniste doit comprendre ce temps et donner la chance aux élus de comprendre leur territoire. On se rend compte que, vous savez, dans un premier temps, on avait une certaine époque où l'urbanisme était assez solidaire. On avait des maisons mitoyennes, on se chauffait, on avait une énergie positive à l'idée que l'urbanisme et l'architecture, ça faisait un. Il y avait cette solidarité. Eh bien, aujourd'hui, dans tous les territoires qu'on travaille actuellement, on se rend compte qu'il est nécessaire de prendre le temps et de redéfinir tous les leviers pour qu'on puisse retrouver cette solidarité. Et c'est un petit peu cette technologie qui nous embrasse dans cette ère du vide, dans cette ère de l'inconnu, de savoir comment cette technologie peut nous ramener à cet urbanisme heureux et solidaire. Cette solidarité, pour moi, est assez importante parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de thèmes qui sont liés et où l'architecte urbaniste doit être comme un commissaire d'informations, collecter et donner aux élus la chance de pouvoir comprendre son territoire. Aussi, je pense qu'il est nécessaire de penser non plus en forme urbaine, mais en sociologie urbaine. On a trop tendance à vouloir forcer, lorsqu'on fait un projet urbain, un projet architectural, de partir d'a priori, de pensées préétablies sur des typologies et de créer une forme. Mais il est plus intéressant d'aller chercher la sociologie, d'aller comprendre un territoire par son contexte. Alors vous allez me dire, le XXe siècle, il a beaucoup construit, et le XXIe siècle, il doit repenser tout ça. On est un peu dans la dynamique du re. Comme vous le savez, il y a des réinventés Paris, il y a des redessine-moi Toulouse. Tout le monde utilise le préfixe re pour retravailler la ville. Eh bien, je pense qu'il est nécessaire de se dire qu'en fait, on peut travailler le travail de la contextualisation de chacun de vos territoires pour aller chercher un sens unique à l'urbanisme. Et ça, c'est assez important parce qu'on se rend compte qu'on a malheureusement trop la technique de la boîte à outils où on se dit on va piocher dans des dispositifs urbains pour refaire la ville. Mais le territoire, les capacités à faire une architecture et un urbanisme unique vient de la part du contexte. Ensuite, il y a cette caution et cette obligation écologique. Ça veut dire quoi être écologique? Ça veut dire quoi faire de l'architecture bioclimatique? Ça veut dire quoi la technologie qui nous aide à faire du RE 2025, 2028, 2058, 2088? Eh bien, tout simplement, c'est de savoir comprendre le contexte. Et je considère que la technologie qui nous entoure doit nous permettre d'avoir des données de connaissances pour que ces données de connaissances, on puisse les manipuler en bonne intelligence grâce à ce temps qui nous raccourcit les données entrantes pour faire des arbitrages. Et ces arbitrages permettent d'avoir une intensification du contexte local, des vents qui sont préexistants, une topographie, un sol, la valeur de vue,
une sorte de caractéristique d'un lieu. Ça, c'est savoir filtrer, savoir faire émerger le sens et l'origine de vos territoires. Et la technologie nous autorise tout simplement à faire des raccourcis pour que le temps de la conception soit au service du territoire, au service d'un lieu, au service d'une logique locale. Le grand risque de la technologie, le grand risque des labels, c'est la banalisation des territoires. Pourquoi? Comme vous le savez tous, on est précédé, on est en lien à une sorte d'obligation du label vert, du label heureux, bien sûr heureux, mais questionnable parfois, parce qu'une architecture durable, c'est une architecture qui, a priori, n'est pas liée à une mode. Comme le disait Cocteau, la mode, c'est ce qui se démode. Et on se dit, finalement, comment on peut faire une architecture qui est durable et qui n'est pas en lien à des technologies qui ne sont pas durables. Et tout le paradoxe de cette logique et cette question est le thème total de toutes nos difficultés actuelles sur l'architecture et l'urbanisme. C'est comment savoir apaiser, prendre le temps, cataloguer des technologies, savoir comprendre quels sont les bâtiments qui sont dans des difficultés, quels sont les territoires qui ont besoin de pouvoir imaginer un futur heureux, optimisme. Et c'est là, je pense, où la valeur de l'architecte, de l'urbanisme et du trio entre maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'usage et la stratégie de dire comprenons ce territoire et utilisons des technologies qui nous sont incroyables. Aujourd'hui, on a des données entrantes qui nous permettent de comprendre, notamment par l'usage des médias, le comportement des gens, le comportement des flux, le comportement d'un bâtiment, les désordres structurels. On a la capacité d'emmagasiner des filtres, des données de connaissances. Et l'architecte urbanisme est commissaire de ces informations, il les filtre. Et l'objectif final est tout simplement de donner sens à un territoire préexistant. Et je pense que ça, c'est assez important. On travaille beaucoup à Annecy, on travaille beaucoup. Je suis architecte urbaniste conseil d'Annecy et aussi sur des territoires à Metz, à HEC, à Toulouse, mais aussi dans le monde. Et on se rend compte que finalement, les projets qui durent, c'est les projets qui respectent le lieu. Et on parle souvent très peu du contexte, mais la géopolitique et le territoire nous permet d'ancrer les dynamiques de projets architecturaux. Et c'est pour moi très fondamental de rester optimiste et de donner, non pas l'objectif aux élus architectes urbanistes de chercher une beauté, parce que le beauté, c'est un résultat. On le sait tous. Et il est assez important de se dire, finalement, qui peut décider de cette beauté? En quelques mots, et pour conclure, je souhaite simplement vous donner l'envie de travailler à une technologie qui nous ralentit. C'est paradoxal, mais c'est une capacité de faire mieux et d'introduire une lecture critique et qui permettra d'ordonner le désordre et de travailler à une sorte de technologie qui nous ne fait plus peur, mais une technologie qu'on peut dompter et qui nous permet de faire la ville de manière efficiente, capable et contextualisée. Merci. Merci Clément Blanchet, merci beaucoup pour cette prise de hauteur. Justement, innover, anticiper, agir ensemble. Nous allons continuer à penser la ville de demain et pour cela, j'ai normalement deux invités. J'ai le grand plaisir d'accueillir la DGA de Dassault Systèmes, Florence Verzelaine, et également le maire de Meudon et vice-président du département des Hauts-de-Seine qui devrait être là. Il est là? Non, il n'est pas là, mais il est retenu, il va arriver. Il peut arriver à n'importe quel moment. Merci d'accueillir Florence Verzelaine. Alors Florence, ça fait plaisir de te voir. En tout cas, on se connaît, donc on se permet de se tutoyer, mais en tout cas... Mais ça... On a été à Vegas ensemble. Alors pour le CES, pas pour les casinos. Effectivement. Donc je le disais juste pour reposer un peu le contexte. Normalement, le maire de Meudon, en toute transparence, Denis Larguero, doit nous rejoindre. Il a été retenu par une urgence. Il est en route. Il est sur un scooter entre le centre de Paris et le 104. Voilà, on espère en tout cas qu'il pourra rejoindre cette
cette discussion qui sera quand même plus intéressante aussi parce qu'il a pas mal de sujets à voir avec nous. Mais peut-être, Florence, pour démarrer, Dassault Systèmes, évidemment, ça peut parler à plein de personnes et aussi, quelquefois, on ne sait pas trop donc, qui vous êtes. Dites-nous un petit peu ce que vous faites. Alors, nous, Dassault Systèmes, on fait des jumeaux virtuels. Alors, c'est quoi un jumeau virtuel? C'est la représentation digitale d'un produit, comme un avion, ou d'un écosystème, comme une ville, à une échelle multiphysique, multi-échelle. Et en quoi c'est utile d'avoir la représentation physique, digitale d'un avion ou d'une ville? C'est qu'avec cette représentation digitale, vous pouvez interagir, faire de l'innovation collaborative, changer des bâtiments, des circulations de routes dans votre ville, simuler quel impact ça a sur la qualité de l'air, simuler quel impact ça a sur le transport dans la ville, éventuellement partager le résultat de ces simulations avec les personnes qui vivent dans la ville pour pouvoir vous mettre d'accord sur un projet d'aménagement du territoire. Et donc ça, on le fait à la fois sur de l'innovation produit, avions, voitures, centrales nucléaires, mais aussi sur des écosystèmes comme les villes, les territoires ou les grands projets d'infrastructure. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir assisté à une simulation justement du jumeau numérique chez vous, de l'avion, pour simuler des tests, des problèmes dans l'avion en temps réel. Et c'est quand même assez impressionnant. Alors c'est assez impressionnant et puis surtout, ça permet pour les personnes qui gèrent l'avion, pour le pilote ou pour ceux qui font de la maintenance, de réagir en temps réel parce qu'ils ont toute l'information en temps réel pour réagir sur l'avion. Et c'est vrai pour un avion, mais c'est aussi vrai pour le corps humain, puisque aujourd'hui, on travaille aussi à des jumeaux virtuels du cœur, par exemple, du cerveau, de la peau, de l'œil, qui permettent à des médecins de simuler les opérations sur le cœur d'un enfant ou d'un adulte avant de faire l'opération pour voir si l'opération sera durable dans le temps. Donc c'est vraiment, ça touche tous les domaines, à la fois les villes, la santé et les produits manufacturiers. Oh, formidable. Et en fait, le sujet, évidemment, on va parler de la ville de demain. Et si Denis était là, j'aurais voulu qu'il nous parle justement des territoires intelligents. En quoi cela consiste, mais je sais que Florence, donc vous avez pas mal de synergies avec beaucoup de villes, donc Rennes, je sais qu'il y en a pas mal, et avec les territoires. Peut-être rappelez-nous un petit peu quelles sont justement les synergies qui existent entre acteurs publics et privés. Expliquez-nous un petit peu comment s'organise cette collaboration et comment vous travaillez ensemble sur les sujets de villes du futur. Alors, c'est une très bonne question. Comment on travaille ensemble sur les sujets d'une ville du futur? En fait, souvent, quand on travaille avec une ville, une région, un pays, on se pose d'abord la première question qui est: quel est l'enjeu de la ville? Et selon les villes, ça peut être très différent. Avec Kyoto, par exemple, on a travaillé sur des scénarios d'inondation. Vous savez sans doute que d'ici 2050, 50% des villes sur Terre seront dans des zones inondables. Donc énormément de villes comme Kyoto se préparent à cette période où le changement climatique sera une réalité et où non seulement il fera mauvais au mois de mai, mais en plus les rues seront inondées. Donc avec Kyoto, on a fait le jumeau virtuel de la ville, on a simulé des événements climatiques extrêmes pour voir comment la ville de Kyoto devait s'adapter. Donc on est parti de ce besoin de la ville de Kyoto. Mais sur la ville de Singapour, par exemple, l'enjeu de la ville de Singapour, c'est que Singapour est sur un espace limité, une île, mais néanmoins en croissance. Donc ils avaient besoin de simuler leur croissance, les nouveaux bâtiments, la circulation qui allait avec, et aussi le trafic dans la ville et la qualité de l'air. Donc on a utilisé le jumeau virtuel de Singapour pour faire des simulations de nouveaux bâtiments, des simulations de nouveaux trafics, de nouveaux transports en commun, pour voir quel serait l'impact en termes de transport pour tout le monde, de qualité de vie, mais aussi de qualité de l'air pour les citoyens de la ville de Singapour. L'enjeu de la ville de Meudon, dont le maire, Denis Larguero, devrait arriver d'un moment à l'autre, c'était un enjeu de végétalisation.
le problème de la ville de Meudon est que même si en ce moment on ne s'en rend pas compte, nous sommes dans un mouvement de changement climatique. Quand je dis en ce moment, c'est ce mois de mai, dans un jeu de changement climatique. Et donc pour s'adapter au changement climatique, l'urbanisation est super importante parce que selon votre plan d'urbanisation, vous aurez entre 20 à 50% d'émissions de gaz à effet de serre en plus et vous pouvez faire passer une température de -10 à +10. Donc en fait, il y a des gros ordres de grandeur en fonction de la façon dont vous végétalisez, dont vous aménagez la ville. Donc en faisant pour la ville de Meudon, sur la base du jumeau virtuel de la ville de Meudon, des simulations de végétalisation, on est en capacité pour Denis Larguero d'avoir une vision des îlots de chaleur qu'il risque d'avoir ou de ne pas avoir et d'être en capacité de prendre la meilleure décision pour ses citoyens, voire même de leur expliquer avec le jumeau virtuel de la ville ce que sera l'impact de sa décision. Et ce que je vous propose peut-être, c'est de lancer derrière moi une autre simulation, puisque la simulation de la ville de Meudon est en cours. Ça, ce que vous allez voir, ce que vous voyez derrière moi, c'est le jumeau virtuel de la ville de Lyon, qui a été fait par Ismaël, des équipes de Dassault Systèmes, qui est au premier rang. Donc c'était quoi l'enjeu? L'enjeu, c'était de voir comment est-ce que sur des émanations toxiques, comment en fonction de la vitesse du vent et de la direction du vent, et en fonction de la circulation dans la ville de Lyon, un polluant allait impacter certaines parties de la ville de Lyon, des écoles ou d'autres écoles. Et on voit qu'en changeant la circulation, en changeant certains éléments dans la ville, en fait, la dispersion du polluant peut être très différente. Et puis là, ce qu'on va regarder ensuite sur la simulation suivante de la ville de Lyon, ce sera l'impact sur la température de la ville de Lyon de végétalisation de certaines parties de la ville de Lyon. Et comme vous le voyez, le maire de Lyon, grâce à ça, peut reconnaître sa ville, mais s'offre à lui une vision qu'il n'avait pas, qui est vraiment de la dispersion des polluants, qui est vraiment de la vision des températures sous des conditions qu'il choisit lui-même. Et en fait, tu me posais la question, Ashra, de quoi a-t-on besoin pour faire ça? En fait, on a déjà beaucoup de choses. Typiquement, pour la ville de Lyon, on a simplement utilisé les imageries produites par Airbus dans le cadre du projet qu'il fait avec Dassault Systèmes du jumeau virtuel de la Terre. Mais on a tellement d'images de la France et de la Terre grâce aux satellites d'Airbus qu'on peut reconstituer très vite le jumeau virtuel que vous avez vu apparaître derrière moi. Donc ce sont des données réelles que vous utilisez. Ce sont des données satellitaires, donc les données réelles qu'Airbus a capitalisées, qui sont désormais disponibles sur une plateforme du jumeau virtuel de la Terre, une plateforme qui est animée par le CNES et pour lequel nous pouvons avoir accès pour réaliser ces jumeaux virtuels. C'est donc très facile. Et en plus, ces données, l'intérêt, c'est qu'effectivement, les satellites continuent à tourner autour de la Terre. Et parce que les satellites tournent autour de la Terre, ces données sont actualisées. Je vais vous parler d'un autre projet qui est moins riant que celui de Meudon, malheureusement. C'est celui de Tcherniv, en Ukraine. Comme vous le savez peut-être, le président Emmanuel Macron s'est engagé à ce que la France reconstruise l'oblast de Tcherniv. Et pour reconstruire l'oblast de Tcherniv, il faut des financements, il faut aussi avoir une idée, bien sûr, de ce qu'il va falloir faire. Et bien, qu'est-ce que nous faisons avec Aegis, une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, et grâce à l'imagerie satellitaire d'Airbus, en temps réel, nous constituons, nous réactualisons régulièrement le jumeau virtuel de Tcherniv dans son état actuel pour pouvoir, avec des architectes, travailler sur le futur de la ville de Tcherniv, le discuter avec le gouvernement ukrainien et pouvoir à la fois prévoir le coût, les matériaux et le temps que va prendre ce projet. Et ce jumeau virtuel de Tcherniv, malheureusement, à cause des événements en Ukraine, on le réactualise très souvent parce que l'imagerie satellitaire qu'on a nous permet de le réactualiser quasiment tous les jours. C'est très intéressant, effectivement. Juste pour revenir sur le projet peut-être de Denis, donc, dans la collaboration, donc, quelles étaient les spécifications de départ? C'était que le verdissement ou c'était un enjeu un peu plus large? Alors, j'espère que Denis va arriver d'une minute à l'autre pour nous parler lui-même de ces enjeux. Les enjeux de la ville de Meudon, c'était le verdissement, mais surtout l'augmentation de température et la qualité de vie dans la ville de Meudon qui allait résulter du verdissement. Donc c'est
verdir, mais pour permettre la meilleure qualité de vie possible. Et dans la meilleure qualité de vie possible, il y a effectivement l'augmentation de température qui va résulter du changement climatique, pour lequel on peut faire des simulations, et qui sera différente en fonction des plans d'urbanisation. Et ce qui est très intéressant dans le cas de Meudon, c'est qu'effectivement, nous, Dassault Systèmes, d'habitude, ou souvent, on vend des softwares. Et notre partenaire fait son jumeau numérique sur la base de ces softwares. Et sur la ville de Meudon, comme au sein de Meudon, il n'y avait pas nécessairement les compétences pour utiliser les softwares, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait, nous, pour Meudon, le jumeau virtuel, qui est semblable au jumeau virtuel que vous avez vu derrière nous sur la ville de Lyon, et pour lequel on a spécifié, avec Denis Larguero et ses équipes, les scénarios. Donc, par rapport à ce que je fais avec un Airbus, un Safran ou un Renault, pour nous, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on est directement en prise avec Denis Larguero, on discute de ses enjeux, on regarde, selon les simulations, les effets en 2030, en 2040, en 2050. Et donc, c'est un dialogue constructif qui est assez efficace et assez intéressant. Ah bah écoutez, c'est super. Mais si vous devriez peut-être juste résumer, quelles sont justement les limites quelquefois pour pouvoir faire un projet optimal pour répondre à tous ces enjeux de changement climatique, de durabilité? Alors, parfois, ce qui est plus compliqué sur les enjeux, c'est quand les enjeux sont contradictoires. En fait, déjà, le premier intérêt du jumeau virtuel, c'est de montrer une image sur une problématique. Augmentation de la température, qualité de l'air, augmentation du trafic, transport en commun dans la ville. Donc, l'enjeu, c'est d'abord de se mettre d'accord, et ça, c'est plutôt du côté du maire, sur ce qu'il veut réaliser. Après, ce que je trouve magique dans le jumeau virtuel, avec Ismaël, on a fait un truc, et Jacques Beltran, qui dirige les équipes Citizen Public Services, lors de la COP du Caire de l'année dernière, on a fait un truc très rigolo. On s'est dit, parce que moi, je suis parisienne, je vis dans le 5e arrondissement, et donc la fermeture des voies sur berge n'a pas forcément été un événement merveilleux dans ma vie en termes de temps de trajet pour me rendre dans mes bureaux de Vélizy. Mais par ailleurs, j'avais la prémonition que potentiellement, ce n'était pas non plus quelque chose d'absolument extraordinaire pour la qualité de vie des habitants de Paris et donc pour mes enfants, voire mon mari. Donc on a fait un truc très rigolo avec Ismaël et Jacques. On a fait, tiens, il y a des pigeons. On a fait le jumeau virtuel de Paris avant la fermeture sur berge avec l'estimation du trafic, et on a fait le jumeau virtuel et de la qualité de l'air et le jumeau virtuel de Paris après la fermeture des voies sur berge et avec les simulations de trafic et de qualité de l'air. Et là, on a pu prouver scientifiquement qu'en fait, c'était mauvais pour la qualité de l'air. Et ça, en quoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce qu'en fait, ça n'a, dans le cas de Paris, pas été fait, mais pour toutes les autres villes, c'est possible de faire ces simulations et c'est possible de calculer l'impact des décisions politiques et de les expliquer aux citoyens pour, dans d'autres cas, prouver scientifiquement que les décisions qui peuvent être prises améliorent la qualité de vie de tout un chacun. Ça faciliterait l'acceptation justement de certaines mesures. Ce serait beaucoup plus simple. Exactement. Alors, je vais vous parler d'un autre projet sur l'acceptation. Il s'avère qu'on est en train de travailler sur un projet très intéressant au Canada, qui est une voie ferrée qui va relier la côte est de la côte ouest au Canada. C'est un projet qui est très intéressant parce que ça va être la plus grande voie ferrée à haute vitesse de Nord-Amérique. Mais le Canada a cette complexité que j'ai découverte qu'il y a 54 communautés autochtones au Canada et que quand on fait un projet d'infrastructure au Canada, il est important d'avoir l'accord des communautés autochtones dont vous passez dans le territoire. Et donc le fait d'avoir le jumeau numérique de ce projet, ça permet un dialogue réel sur le projet. Qu'est-ce que ça veut dire, cette ligne de chemin de fer à cet endroit-là? Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'activités additionnelles pour ces communautés autochtones? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de qualité de vie? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Et ça leur permet de se représenter la phase de construction et la phase d'opération. Et c'est un dialogue qui est d'autant plus intéressant que pour certaines communautés qui sont restées dans des modes de vie un peu différents, le visuel permet vraiment une prise de conscience de ce qui se passe et donc
une discussion sur l'adaptation du projet. Donc typiquement sur ce projet canadien, dans le cadre d'un dialogue avec les communautés autochtones, c'est super intéressant. Ah bah, j'imagine. En tout cas, Florence, ce que je peux te dire et ce que je peux vous dire, c'est que Denis Larguero est en train de rater une conversation très intéressante. Il n'est toujours pas là et il aura des regrets. Moi, en tout cas, je regarde aussi le temps et j'aimerais te poser peut-être une dernière question. Ça c'est un peu dans mon imaginaire, hein, je dis à quoi, selon toi, avec votre expérience chez Dassault Systèmes, devrait ressembler la ville de demain, justement pour répondre à tous ces grands enjeux dont on parle, climat, énergie, santé, mobilité. Je sais que vous avez une vision un peu 360 de tout ça. Peut-être... Alors, pour moi, la ville de demain, elle aura évidemment son jumeau virtuel, mais elle sera résiliente. C'est-à-dire que le jumeau virtuel permettra de faire des simulations en continu, la qualité de l'air, de l'implantation de nouvelles zones, de changement de trafic, de changement de voies de bus, de changement d'espace de végétalisation, et elle sera en capacité de faire des recommandations. Mais encore plus important que les recommandations et les preuves scientifiques que le jumeau virtuel pourra apporter sur la qualité de vie des citoyens, elle sera en mesure d'avoir un dialogue sur tout un chacun. Un jumeau virtuel qui ressemble à celui que vous avez vu tout à l'heure, même ma filleule de 5 ans, qui ne sait pas encore lire, mais bientôt, parce qu'elle est brillante, même ma filleule de 5 ans est en capacité de dire, là, typiquement, pour aller à mon école, ça ne va pas. Ou là, je me vois bien prendre ce bus avec maman ou papa. Mais en tout cas, c'est un outil de communication qui est excessivement facile d'accès pour tout un chacun et qui peut être mis à disposition soit sous un format numérique 2D sur un site internet de la mairie ou encore de façon plus intéressante, c'est ce qu'on fait avec les autochtones de ce projet canadien, avec un format 3D ou avec un casque de réalité virtuelle. Les gens peuvent vraiment expérimenter l'adaptation de la ville avant que la décision soit prise. Puis peut-être il y a un point sur lequel je voudrais revenir, parce qu'on me pose souvent le cas, tu ne me l'as pas posé, c'est le coût du jumeau virtuel, parce que les gens se disent, mais ça se trouve, ça coûte super cher. En fait, je ne sais pas si Denis, quand il arrivera, vous donnera le coût des simulations qu'on est en train de faire pour lui, mais sur la base des données satellitaires d'Airbus, en fait, on a déjà quasiment toutes les données, donc on n'a pas forcément besoin de beaucoup de capteurs supplémentaires. Et le coût de ces simulations, on parle de 10 000, 20 000, 30 000 euros. Après, ça se fait au use case, mais on ne parle pas d'un investissement de 100 000 euros. C'est vraiment loin de là. Ça dépend évidemment de la taille de la ville. La simulation d'une ville comme Paris, c'est pas exactement la même chose que la simulation de la très belle ville de Metz, dont je viens. Mais tout ça pour dire que les coûts sont aussi très acceptables, tout comme la durée pour faire ces études, parce que la ville de Lyon, cette étude-là, on l'a fait en quelques jours. Donc c'est vrai que ça va vite et ça vous permet de prendre des décisions scientifiques éclairées et d'avoir un dialogue. C'est formidable. Écoutez, en tout cas, je pense que Florence va rester si vous avez l'occasion de discuter avec elle. Donc, elle pourra vous en dire plus. Merci, Florence Verzelen. Merci beaucoup. Merci. Je te laisse regagner les places. Et voilà, donc nous allons continuer. Nous n'avons pas encore parlé de réglementation et de souveraineté, qui sont évidemment deux enjeux essentiels pour cette prochaine thématique que nous allons démarrer tout de suite. Donc on va parler de installer le mix énergétique pour la souveraineté des territoires. Et pour lancer cette séquence, j'ai le plaisir d'accueillir notre prochain invité qui est déjà là, lui en tout cas, le président du directoire de la RTE. Merci d'accueillir Xavier Piéchazic.